Bonjour à tous et à toutes et merci de vous joindre à la suite de notre webinaire Normes du travail en entreprise de compétences fédérales, différent du provincial. Voici quelques notes d'aspect administratif. LexisNexis distribuera les enregistrements des deux présentations d'ici quelques jours. Aujourd'hui, si vous souhaitez soumettre une question, veuillez le faire en utilisant la section Q&A. Nous tenterons d'y répondre. Par ailleurs, nous planifions un troisième webinaire en début d'année 2023 afin de répondre aux questions reçues, notamment celles sur le harcèlement et le congédiement. Vous recevrez une invitation par courriel. Pour ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire, nous désirons prendre quelques minutes pour vous présenter nos conférenciers. Maître Pierre Moreau, associé au sein du groupe de droit du travail et de l'emploi chez Robinson Shepard Shapiro. Sa pratique porte sur l'ensemble des aspects des relations de travail, régis tant par le droit québécois que par le droit fédéral. Maître Moreau sera accompagné de Ranishta Sona, conseillère en apprentissage et adoption de produits chez LexisNexis. Nous désirons souligner l'implication de Thomas Vasquez, qui a assisté Maître Moreau dans la préparation de cette présentation. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième séance, la continuation de ce que nous avons abordé mercredi passé. Aujourd'hui, nous aurons 4 capsules. Nous allons, Thomas, si on peut les présenter à l'écran. Donc, voilà ce qu'on a fait la semaine passée. Cette semaine, nous touchons le licenciement, tant individuel que collectif, le congédiement, la réparation et la réintégration en droit fédéral en particulier, et ensuite les nouveautés procédurales au sein du Conseil canadien des relations industrielles. Commençons avec le licenciement. Donc, comme je l'ai fait la semaine passée, je ferai référence à la toile de fond, c'est-à-dire le droit général, le droit civil québécois. Ensuite, pour parler du droit statutaire, tant local que fédéral. Donc, si on se pose la question, d'abord, la distinction fondamentale est entre le licenciement et le congédiement. C'est de ça qu'il sera question dans cette capsule. Le licenciement, et vous l'avez à l'écran ici, est essentiellement une fin d'emploi, une résiliation de contrat de travail qui relève de causes extrinsèques à l'individu, qui relève de questions de soit du marché, une baisse d'activité, ou une question qui relève de la santé financière de l'entreprise, plutôt que de les caractéristiques du salarié. Quand on parle des caractéristiques du salarié, c'est ça qui mène au congédiement. On parle de soit des questions de nature administrative, des questions disciplinaires et parfois aussi il y a des questions relatives à la capacité, voire l'incapacité de l'individu. Donc, la décision de congédier va être en lien avec les caractéristiques propres à l'individu, alors que la décision de licencier sera rattachée à des conditions qui se rattachent soit à l'entreprise ou au marché du travail. Je le note que le droit civil, lui, ne fait pas ces distinctions. Donc, c'est important de comprendre quel est le raisonnement du législateur et si on aborde les principes qui sont applicables en droit civil, ce sont particulièrement pour nos fins à nous aujourd'hui, les articles 2091 et 2092. Donc, cela découle de la réforme du Code civil de 1991 avec l'entrée en vigueur en 1994. Donc, les articles 2091 qui, dans un premier temps, parlent du contrat à durée indéterminée et la faculté de l'une et l'autre partie de résilier ce contrat sur avis, sur préavis. Donc, mettre terme au contrat n'est pas une faute, n'est pas un geste illégal. Ce qui peut être discuté, c'est la question de est-ce qu'un préavis a été donné ou est-ce que le préavis est suffisant. Et le préavis, on le voit au deuxième alinéa, tient compte de différents facteurs. Assez curieusement, le législateur a cru bon de cerner
certains facteurs, mais la jurisprudence tient compte d'un plus vaste ensemble de facteurs que cela. On note ce qui est criant et ne figure pas. Comment restons sur cette diapo de 2091. On note, outre la nature de l'emploi, la durée de la prestation, les circonstances particulières, l'âge de l'individu. C'est un facteur qui revient constamment, n'est pas mentionné. On verra à l'instant aussi, dans les circonstances particulières, il y a la trame factuelle qui mène à l'embauche ou l'acceptation de l'individu de se joindre à une entreprise. Point important, 2092 est d'une rédaction qui n'est pas évidente, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 2092 fait en sorte que 2091 est d'ordre public. L'individu ne peut pas renoncer d'avance au préavis qui est approprié ou d'une indemnisation en lien avec le préavis qui serait approprié. Il peut transiger lors d'une fin d'emploi sur ce que sera le préavis et l'indemnisation, mais il ne peut pas d'avance renoncer à ce qui serait approprié. Donc, ça, c'est la toile de fond avant qu'on aborde les droits statutaires. Et quand on parle de droits statutaires, évidemment, on parle en termes de licenciement. Je ne parle pas de congédiement pour l'instant. On parle de 82. Et je veux relever, dans le temps qui nous est attribué, les caractéristiques qui sont propres et différentes de l'un régime de l'autre, du provincial, du fédéral. Ici, la résiliation peut se faire par écrit, on le voit au premier alinéa, et c'est dans une situation d'une mise à pied de 6 mois ou plus. Ou bien que l'employeur prenne sa décision immédiatement, ou il peut décider, soit dans le contexte de la pandémie, c'est survenu souvent. Puis c'est une particularité québécoise en ce que le Québec, en raison de l'article 82, fait en sorte que la jurisprudence permet cette situation de mise à pied, donc de flottement, alors qu'en principe, si on se fie à les principes de droit civil, l'une partie ne peut pas interrompre ou suspendre l'exécution d'une prestation de travail ou l'exécution d'une obligation indéfiniment ou pour jusqu'à 6 mois dans le cas qui nous intéresse. Mais, puis la Cour suprême en a discuté dans le cas de Yackman, mais ici, le législateur l'a permis. Cela encore fait contraste avec ce qu'est la jurisprudence dans les juridictions de common law. Le deuxième alinéa donne le préavis qui est justifié eu égard au service continu de l'individu. Et il faut noter certaines exceptions. La première qui est générale et qui découle de l'article 3, en particulier dans les exclusions de l'article 3, on note la dernière exclusion, celle du cadre supérieur. Il y a d'autres exclusions qui sont plus spécifiques à l'article 82 qui figurent à 82.1. Donc, le préavis de 82 ou l'indemnisation ne s'appliquera pour le salarié qui a 3 mois ou moins, qui n'a pas 3 mois de service continu. Et ça vaut la peine de toutes les lire. Évidemment, pour le contrat de durée déterminée, ça va de soi que ça ne s'applique pas. Pour la faute grave, là, gardez ça en tête. Faute grave, c'est une notion qui est différente, on verra, de motif sérieux et cause juste et suffisante, mais encore faut-il la cerner. Et la dernière est celle de la force majeure. Je vais parler un instant, parler de force majeure, puisqu'on était dans une situation de pandémie. La force majeure est un concept qui a été utilisé de façon constante au cours de la pandémie, mais si tant soit-il que la jurisprudence a, de façon générale, le consensus était que la pandémie était imprévisible. La jurisprudence aussi converge pour dire que cette situation n'était pas irrésistible. Et ce qu'il faut retenir, ça figure dans une cause que je cite dans la jurisprudence au soutien de Desgagnés, groupe Desgagnés et Nadeau, le fait que c'est plus difficile de payer une indemnité de départ
ne constitue pas une situation de force majeure. Donc, difficulté n'est pas synonyme d'impossibilité. Donc, il faut se souvenir de ça lorsque la défense de force majeure est invoquée. Tournons-nous maintenant vers le fédéral. Avant qu'on le fasse, je veux juste souligner que c'est autant vrai du provincial que du fédéral. L'exception du 3 mois ne dispense pas l'employeur de donner le préavis approprié, eu égard aux principes de 2091 et 2092. Le juge Bernard Sinotte l'a très bien énoncé dans une affaire récente qui est à l'écran en ce moment de Blanchette et Fabrique la paroisse Notre-Dame de Montréal. Et d'autre part, dans un jugement qui est sorti le mois passé, le juge Jeffrey Edwards, dans une affaire qui s'appelle Adida, qui, dans les références que je donne à la fin de cette capsule, c'était un salarié qui avait que 2 mois et demi. L'employeur offrait une indemnité d'1 mois. Le juge Edwards a attribué une indemnité de départ ou un lieu de préavis de 8 mois, tenant compte du service antérieur parce que le salarié avait été activement sollicité par l'employeur. Adida, le juge Edwards, Cour supérieure rendu en octobre de cette année. Je tourne maintenant vers le fédéral. Le fédéral, il y a 2 articles dont il faut tenir compte, 230 et 235. Encore ici, il y a des exceptions. Congédiement justifié est une exception. 3 mois ou moins de service continu. Puis ici, le préavis est de 2 semaines, mais ce qui est particulier du fédéral, c'est la conjugaison de 230 et 235. Il y a un préavis qui doit être indemnisé s'il n'a pas été donné. Et si le salarié a 1 an ou plus de service continu, il y a en sus du préavis, il y a 2 jours par année de service qui vient s'ajouter. On continue, Thomas. Parlons maintenant du licenciement collectif. Et j'en prendrai quelques instants seulement. La différence est notable entre le fédéral et le provincial. Au provincial, le licenciement collectif est lorsque la mise à pied touche 10 salariés ou plus du même établissement sur une période de 2 mois consécutifs, alors qu'au fédéral, on va voir que c'est 50. Ici, on a les exclusions. Encore, il y a cette notion de 3 mois qui revient. Puis si on se tourne vers le fédéral, comment on voit ici, vous l'avez à l'écran, c'est le seuil est de 50 employés ou plus. Par ailleurs, alors que au provincial, on parle de 8 semaines, lorsqu'on parle de 10 employés ou plus, 8 semaines d'indemnisation. Ici, on parle d'un 16 semaines d'indemnisation. Donc, il faut faire attention, les différences en termes de licenciement collectif sont appréciables entre le provincial et le fédéral. Il y a toute la question de création d'un comité de replacement dans l'un et l'autre régime, là, qui passe par-dessus. Donc, voilà, je pense, pour cette capsule, pour vous donner une idée de les différences. Encore, je vous rappelle que la jurisprudence que je mentionne figure à la fin de la capsule, ainsi que les références aux fascicules pertinents du jury classeur. Passons maintenant à la question du congédiement injuste. Donc, congédiement injuste, congédiement sans cause justifiante, ce sont les concepts qui s'apparentent. Puis là, il faut regarder d'abord en droit général québécois, ensuite on regardera en droit statutaire. Donc, Code civil 2094, c'est la notion de motif sérieux. Donc, motif sérieux s'applique et je mets de côté les notions de licenciement et congédiement pour l'instant. Motif sérieux s'applique lorsque l'employeur veut être dispensé de donner le préavis ou de l'indemniser au sens de 2091-2092. Donc, les tribunaux sont très difficiles quant à la détermination de motifs sérieux. Donc, c'est soit une gradation de faute ou une faute de la nature d'un vol ou d'une fraude qui touche l'essence même du contrat de travail. Le contrat de travail est basé, dans son essence,
sur une relation de confiance. On verra dans le secteur bancaire que ce critère revient tout le temps, mais dans tout contrat de travail, il faut qu'il y ait une relation de confiance à divers degrés. Une chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a ou il n'y a pas motif sérieux, il y a ou il n'y a pas cause juste. Puis s'il n'y a pas, à ce moment-là, il faut donner le préavis et l'indemniser. Si vous avez besoin d'autorité pour soutenir ce point que je viens de mentionner, vous voyez en bas d'écran l'affaire québécoise de la Cour d'appel qui date un peu maintenant de Maheu-Noiseux de 1998. La Cour suprême, dans une cause qui provenait d'une juridiction de common law de la Nouvelle-Écosse, a mentionné aussi qu'en anglais, le concept qui a été avancé, le concept de near cause, presque cause. Mais la Cour suprême a rejeté ce concept, comme l'avait fait la Cour d'appel du Québec antérieurement. Donc, c'est binaire. Un peu comme en matière fiscale, on est dans la case, on n'est pas dans la case. Tournons-nous maintenant vers le droit statutaire. Au provincial 124, il y a des conditions d'exercice du recours. On note en particulier, pour faire le contraste avec le fédéral, provincial, 2 ans de service continu, fédéral à 240, comme on va le voir, c'est 1 an. Il y a le concept ici d'avoir été congédié, que vous voyez à la deuxième ligne de 124. Congédié s'oppose à licenciement. Donc, le praticien averti, évidemment, qui voit une situation où est-ce que la fin d'emploi découle de conditions extrinsèques à l'individu, va faire des représentations pour dire aux décideurs du TAT qu'on n'est pas dans une situation de congédiement. Évidemment, c'est pas une question qui va être tranchée de façon liminaire puisque ça nécessite une preuve, mais il faut annoncer ses couleurs. Donc, congédiement versus licenciement, tout de suite, on le voit poindre à la deuxième ligne. Et toujours à la deuxième ligne, il y a cette notion de cause juste et suffisante. Qu'en est-il de cause juste et suffisante par rapport à 2094 dans le Code civil où c'est la notion de motif sérieux? Je vous avoue que, bien, avec la réforme du Code civil, le législateur a choisi les mots motif sérieux, alors que pour un praticien de droit du travail, la notion de cause juste et suffisante était d'usage beaucoup plus courant. Professeur Bish, alors qu'elle était auteure et professeure, en a traité et ça a été repris par la jurisprudence, mais elle l'a bien dit que ces notions sont interchangeables finalement. Donc, tant soit-il que sur le plan lexicographique ou la terminologie peut nous amener à se questionner. En réalité, il n'y a pas vraiment de distinction. Et c'est la jurisprudence qui finalement conditionne que dans un secteur d'activité, dans une trame factuelle donnée, soit de fautes répétées d'ordre mineur, à un moment donné, quand est-ce qu'on arrive au point où est-ce que assez c'est assez? C'est pas toujours évident. Il y a une gradation, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Évidemment, il y a des situations où il y a un événement unique qui est justifié. Donc, ça, c'est dans les détails vraiment qu'on peut voir la cause juste et suffisante. Si on se tourne vers le fédéral utilise une terminologie un peu différente, congédiement injuste. Unjust dismissal en anglais, je soupçonne que ça a été calqué de l'anglais parce que ce n'est pas une terminologie qu'on utilise naturellement en français. On l'a, dans les conditions d'exercice, on le voit ici à 240, premièrement, petit a, il faut qu'il y ait un service continu de 12 mois auprès du même employeur. Il y a la notion de licenciement versus congédiement est reflétée dans le langage qui est utilisé en bas d'écran 242 3.1, alors que ici, la compétence du Conseil va s'éteindre une fois que le Conseil canadien
en vient à la conclusion que la trame factuelle démontre que la personne, si on regarde petit a, que le plaignant a été licencié en raison d'un manque de travail ou suppression de poste. Donc, c'est la même notion qu'on a vue d'entrée de jeu lorsque on regardait la différence entre licenciement et congédiement, une situation économique rattachée à l'entreprise, rattachée à l'industrie, qui n'a rien à voir avec l'individu. Je mets de côté, évidemment, le petit b, partie 1 ou 2. Partie 1, c'est les rapports collectifs de travail. Partie 2, c'est la santé et sécurité. Donc, évidemment, partie 1, la personne qui a un recours du fait qu'elle est syndiquée et a une convention collective ne peut pas, évidemment, loger une plainte sur 240. Il y a en bas de l'écran, vous voyez l'exception aussi qui figure à 167. 167, la partie 3 qui parle de les normes du travail au fédéral commence avec l'article 166. L'article 167 nous donne l'exception qui dit que la section 14 de la partie 3, la section 14, c'est l'article 240. Donc, quand on lit ici, la section 14 ne s'applique pas aux employés, c'est-à-dire l'article 240 ne s'applique pas à l'employé qui occupe un poste de directeur. La notion de directeur a été pleinement discutée lors de notre entretien la semaine passée et je vous inviterai à réviser vos notes dans le PowerPoint qui suivra dans les jours prochains. Vous mentionnez que la jurisprudence a traité de congédiement juste ou injuste. Il y a cette affaire de Bell Canada contre Allée, Cour d'appel fédérale, qui donne un paquet de qualificatifs que c'est utile, c'est pas utile. Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est dans les détails, c'est la jurisprudence qui va nous dire. Moi, je vais vous suggérer, c'est vraiment moi là, qui vous dit, si vous voulez savoir quelle démarche intellectuelle à adopter, référez-vous à Eustis de 1979, le juge Dixon qui énonce la démarche intellectuelle à suivre pour déterminer si on est dans une situation de cause juste là, ou au contraire de congédiement injuste. Donc, Eustis en 1979 et cette démarche intellectuelle a été avalisée encore par la Cour suprême en 1997 dans l'affaire de Jack Badoria, conseil scolaire au Conseil de l'éducation de Toronto. Je dis c'est l'affaire Jack Badoria. M. Badoria, qui avait été politicien et il était un administrateur au Conseil de l'éducation de Toronto, avait eu un comportement très inapproprié et avait fait l'objet d'un congédiement. Et c'est les juges Corey qui a rendu les motifs pour la majorité. La juge Leroux-Dubé a rendu aussi les motifs. Les deux auteurs, Corey comme Leroux-Dubé, réitèrent et citent avec approbation les critères de 79 dans Eustis. Donc, je veux me tourner vers la question du secteur bancaire. Ici, l'affaire de Boisvert et la Banque canadienne impériale de commerce. Encore, c'est la question, je vous l'ai dit un peu plus tôt, le contrat de travail est basé sur une relation de confiance. Il y a évidemment une prestation à accomplir, puis dépendant de l'ordre hiérarchique de l'individu, se posera la question de le degré de confiance qui est requis ou non. Le secteur bancaire, lui, pose particulièrement la difficulté de comment conjuguer avec le haut degré de confiance qui est nécessaire en l'employé. Puis ici, le problème qui se posait et qui a été discuté par la Cour fédérale, c'est que ce n'est pas nécessaire que le préjudice ait lieu. Il faut que le préjudice ait un degré de cristallisation, mais ce n'est pas nécessaire que le tort ait eu lieu.
il y a beaucoup de jurisprudences qui ont traité de le lien de confiance qui est requis. On regarde en particulier l'affaire Lepire, une décision qui a fait le tour de la jurisprudence. Puis vous voyez ici, alors, on reprend une sentence arbitraire de l'arbitre Mario Duménil, Banque nationale contre Salvant. Vous voyez à chaque paragraphe la notion de lien de confiance. On l'a mis en caractère gras, que ce lien de confiance est primordial, doit exister. Donc, et cela fait en sorte, si on fait la conjugaison avec l'affaire Boisvert, ce n'est pas nécessaire que le préjudice s'actualise, mais il faut que, de façon réelle, on se rende compte que le lien de confiance est rompu pour mettre terme pour cause dans le secteur bancaire. Cette notion de lien de confiance s'articule différemment dans l'extrait que vous avez ici, où est-ce que lien de confiance suppose une absence de doute, une absence d'incertitude. Et une fois que ce doute et cette incertitude, cette incroyance s'installe dans l'esprit, à ce moment-là, on arrive à un point de non-retour. Mais je veux quand même vous souligner les propos du juge Mark Schrager dans une affaire qui, assez curieusement, c'est marqué AZEF. C'est AZEF et Bobrow, deux salariés qui étaient soupçonnés, c'était deux conseillers en investissement pour Wood Gundy. C'est marqué marché mondial CIBC, mais c'est Wood Gundy. Donc, c'était deux congédiements. Ça a mené à 224. C'était Pierre Flageol qui était le juge à la Commission des relations de travail. Le juge Flageol, la décision du juge Flageol qui avait maintenu les fins d'emploi avait été cassée par la Cour supérieure et ça a monté en Cour d'appel. Finalement, la Cour d'appel a permis une nouvelle preuve qui provenait de l'Ontario Securities Commission, qui démontrait que les deux individus avaient effectivement fait du insider trading, un délit d'initié. Donc, le congédiement ensuite a été maintenu. Mais le juge Schrager, avec raison, rappelle dans les passages qui sont mis en évidence ici que la simple croyance, les simples soupçons ne suffisent pas pour baser une allégation de congédiement pour cause. Dismissal for failure to live up to the standard cannot be based on mere subjective belief of the employer. It cannot be based on suspicion arising from poor answers to inquiries. Parce que Bobrow et AZEF avaient fait l'objet d'une investigation poussée par un avocat retenu par CBC et il donnait des réponses évasives, des raisons insatisfaisantes. Ils se sont fait congédier et comme je vous dis, la CRT a cassé, la Cour supérieure a dit que non, ça suffisait. La Cour d'appel a maintenu les congédiements, mais avec cette nouvelle preuve concluante qui provenait du Ontario Securities Commission. Et en bout de ligne, je vous suggère que la règle de prudence est celle qui est énoncée en bas de la page que vous avez devant vous, alors que, et c'est le juge Schrager qui s'exprime, the so-called lack of credibility is tantamount to what has been termed loss of trust by the employer in the employee. It is grounds to terminate the contract of employment, but it is not just cause to terminate without notice or the monetary equivalent of such notice. Donc, pour reprendre en français, ce que dit le juge Schrager, c'est que cette perte de confiance en soi ne constitue pas cause juste et suffisante en l'absence, les soupçons ne constituent pas cause juste et suffisante. Puis dans ces circonstances-là, si on a perdu confiance, ben parfait, appliquons 2091, 2092, donnons un préavis. Dans ce cas-là, l'individu va être débranché de son ordinateur dans la demi-heure.
puis on va l'amener à l'ordinateur, puis on va y payer un package. Ça finit là. Parce qu'autrement, cette affaire de Azev et Bobrow, c'est allé 2 ou 3 fois en cours d'appel, ça a monté, ça a descendu, c'était interminable, cette histoire-là. Donc, l'approche prudente, c'est le package. Comment? Passons à la prochaine capsule, la question de réparation. Donc, d'abord, le droit général, ensuite, le droit statutaire. Le droit général, puis là, j'y vais très rapidement parce que ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse, mais c'est une toile de fond qui est nécessaire. Ça commence en 1934. Le juge Rinfret, Dupré-Quarries, qui dit que l'exécution spécifique, la réintégration, n'est pas une option viable parce que le contrat de louage de service est un contrat intuitu personnel. Donc, c'est une relation personnelle entre l'employeur et son employé, et qu'à ce moment-là, si la personne est remerciée, on ne peut pas envisager la réintégrer. C'est des dommages en lieu qui seront la solution appropriée eu égard aux circonstances. Donc, 1934, juge Rinfret, Cour suprême du Canada. L'idée chemine en raison beaucoup de Mme la professeure Marie-France Biche, qui dit que ce concept intuitu personnel dans l'entreprise moderne s'est étiolé, qu'en réalité, ce que l'employeur veut, c'est une personne pour exécuter des fonctions, qu'elle est interchangeable avec une autre personne. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas envisager un des remèdes ordinaires en matière contractuelle, qui est l'exécution spécifique. Cette idée a été acceptée, mais pas appliquée, par le juge Vallerand dans la deuxième référence que vous avez à l'écran dans Rock Forest contre Gosselin, se basant largement sur les propos de Mme la professeure Biche. Et Mme la professeure Biche a réitéré sa position et ça avait un certain élan, dirais-je, mais ce qui est intéressant, c'est que la juge Biche a changé sa position, d'une part, pour 2 raisons. Elle était rendue juge, mais aussi parce qu'il y avait un nouveau code civil. Puis, les propos de la juge Biche sont clairs que le nouveau code civil, avec la facture de 2091 et 2092, exclut la possibilité d'une réintégration. Donc, ça, c'était en 2014. Ça a été repris dans d'autres jugements de la Cour supérieure. Et assez curieusement, par contre, l'idée renaît en quelque sorte. Le juge Marc Saint-Pierre, dans une affaire qui impliquait le groupe Roson, où un cadre intermédiaire du nom de Gloutenay a été remercié. Et Gloutenay a fait une preuve à l'effet qu'on y avait promis un emploi à vie. Comme ça, le juge Saint-Pierre a dit « Parfait, emploi à vie, je me donne la réintégration ». Puis il a réservé compétence pour régler. C'est un peu comme s'il était un arbitre, ce qui correspond d'ailleurs à son champ de pratique avant d'accéder à la magistrature. Et faut-il se surprendre, cette affaire de Roson est maintenant devant la Cour d'appel. Donc, c'est un développement à suivre. Est-ce que ça va être maintenu ou non? On peut se permettre d'être sceptique, mais il faut quand même respecter cette décision parce que ça a quand même la particularité qu'il y avait eu des représentations d'un emploi à vie, mais ça n'existe pas, ça, un emploi à vie en droit civil. 2091 est assez clair là-dessus. Donc, je vous mentionne quand je vous dis que ce point a été discuté ailleurs. Si vous regardez en bas d'écran ici, Société canadienne des postes contre Hyper et justement un cas
où la même discussion a été faite. Maintenant, regardons le droit, je vais te coller 49 de la Charte, ça c'est particulier, donc c'est un remède statutaire. Regardons en droit statutaire québécois. Donc, quel est le complément de 124 au provincial? C'est 128, évidemment. Puis ici, il y a 3 points à l'ordre du jour, en quelque sorte, pour le décideur au TAT. La première question que le juge administratif se pose, c'est est-ce qu'il ordonne la réintégration? Mais vous savez, ça, c'est la question que le juge va se poser en début d'audience. Est-ce que le plaignant ou la plaignante veut la réintégration ou non? Stratégiquement, que la personne le veuille ou non, puis 9 fois sur 10, elle ne veut pas retourner, elle veut l'argent, mais elle va stratégiquement dire qu'elle veut la réintégration. Pourquoi? Parce que si elle dit qu'elle ne veut pas la réintégration, à ce moment-là, elle va s'exclure d'une indemnisation en lien avec ce que serait le délai congé applicable en lieu de la réintégration. Donc, premier point à aborder, que je vous dis est mentionné par le TAT au début d'une cause et qui est repris si la plainte est accueillie, le TAT va demander aux parties de chercher à régler les conséquences qui en découlent. Et si les parties ne peuvent pas, à ce moment-là, il y a des représentations qui sont faites et le tribunal va entendre les parties dans un deuxième temps. Donc, tout ça, c'est très long, hein, tout ça. Comme ça, là, déjà, ça prend 18 mois se rendre à la première date, dépendant de la longueur de la cause. Là, on est rendu 1 an plus tard. Puis là, le décideur administratif va indemniser 128.2 pour les pertes, sauf mitigation, sauf minimisation des dommages, entre la fin d'emploi et la décision ultime. Et si le décideur décide que la réintégration n'est pas souhaitable ou n'est pas viable, mais à ce moment-là, le décideur va se pencher en fonction de 3, rendre toute autre décision appropriée. Donc, ça veut dire l'indemnité en lieu de la réintégration. Ça veut dire dommages moraux, dommages punitifs, lettres pour un employeur futur, etc. Ce genre de choses-là. Là, on peut arriver avec une histoire d'horreur qu'il y a Terramont, il y a 1 an et demi environ, et il y a aussi Garda contre Carole Guindon. Dans Garda contre Carole Guindon, puis Terramont aussi, c'est une situation de longueur découlant de la pandémie, mais dans Garda avait soulevé toutes les objections possibles. Ça va durer 4 ans. L'employeur a perdu à chaque étape du processus. Ça lui a coûté 800 000 en bout de ligne. Donc, c'est un processus qui a ses frais, disons. Cette question de réintégration, la Cour d'appel a dit que, comme le législateur l'a mis comme le premier remède, c'est le remède qui est privilégié par le législateur. Mais je vous le mentionne parce que là, on parle de les ressemblances et dissemblances avec le fédéral, mais le gros point qui est une préoccupation pour les employeurs, c'est 128.2, l'indemnité entre la fin d'emploi et la décision ultime. Thomas? On regarde du côté fédéral, 242, quatrièmement, on voit que c'est similaire, mais c'est rédigé pas dans le même ordre. Puis là, je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que le Parlement canadien ait décidé que la réintégration n'est pas le premier des remèdes qui doit être considéré par le tribunal, en l'occurrence ici le Conseil canadien. Mais là, c'est une discussion qui n'est pas juste académique. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt de la Cour suprême du Canada, l'affaire Wilson contre Énergie atomique du Canada. Et cela, premièrement, je ne comprends pas pourquoi ça s'est rendu à la Cour suprême. Là. Il y avait 9 décisions sur 10, ou 95% des décisions
sous 240 disent que la réintégration est un remède privilégié. Il y a des rares décisions avant Wilson qui disaient que le décideur pouvait traiter ça comme si c'était juste une autre cause d'indemnisation au civil sous 2091, si on prend le code civil. Et assez curieusement, ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Et dans une décision divisée, le juge Abella rendant les motifs pour la majorité, et la juge Abella a repris les travaux du Parlement, les travaux du professeur Harry Arthurs. Elle a cité aussi une des premières décisions rendues sur 240 qui avait été rendue par George Adams, un des grands auteurs en droit du travail canadien. Et il est clair que ce que le Parlement canadien a voulu faire avec la partie 3, c'est de répliquer un des remèdes qui est possible sur la partie 1, la réintégration. C'est clair, ça. Mais assez curieusement, il y a 3 juges minoritaires qui ont dit non. Au contraire, il ne faut pas écarter le recours de common law qui est un recours d'indemnisation. Donc, l'état du droit en ce moment est que c'est pas mal similaire, même si à 242, c'est le deuxième des remèdes qui est prévu. C'est pas mal similaire qu'au provincial. Je dois vous dire, par contre, que bien que l'implication du Conseil est relativement récente, les arbitres qui étaient les arbitres privés nommés de façon ad hoc étaient beaucoup moins prompts d'ordonner une réintégration ou même de se pencher sur une réintégration. Et les 240, généralement, se réglaient avec une indemnité typiquement relativement modeste. Là, qu'est-ce qui va changer avec le Conseil canadien? On va parler un peu de la procédure du Conseil dans quelques instants, mais je soupçonne que la réflexion, la pensée sur la réintégration va être reprise. Il va y avoir une discussion de l'application de Wilson. Je ne pense pas que ça va se rendre de nouveau à la Cour suprême. C'est trop pointu comme sujet. Ça m'apparaît tellement évident que la réintégration est un remède, peut-être pas le premier, mais certainement privilégié au fédéral. Il y a une décision que je m'en voudrais de ne pas porter à votre attention, qui est intéressante à plusieurs égards. Parce que bien que maintenant, on va le voir dans quelques minutes, c'est le Conseil canadien qui entend et tranche les 240. Il y a un cas ici du Canadien Pacifique, le cas de Steve Szabo, où le Conseil canadien a donné un mandat à l'extérieur à Mark Asbell. Mark est un ancien président du Conseil des relations de travail de l'Alberta, qui est maintenant en pratique privée. Il a été chargé de rendre jugement dans ce cas et il a traité de comment traiter d'une non-réintégration. Puis, c'est d'une lecture obligatoire, à mon sens, cette décision, parce que Asbell reprend une idée qui avait déjà cours en rapport collectif dans les décisions arbitrales québécoises, mais ontariennes. En Ontario, il y avait eu une décision de Haviland où l'arbitre avait dit que la perte de la sécurité relative d'une réintégration dans un contexte de rapport collectif de travail supposait une majoration de 15 de plus dans l'indemnisation que ce que la personne recevrait autrement dans le droit civil. La démarche de Asbell dans cette affaire-ci du CP et Szabo est un peu différente. Il regarde, il dit qu'il faut prendre un modèle économique, puis il faut regarder, c'est un salarié qui avait des relations tendues avec son employeur. Il s'était réciproque, il n'y avait pas d'amour entre les parties ici. Salarié avec 11 ans, et c'est un salarié où est-ce qu'on pouvait dire que c'était écrit dans le ciel qu'il ne se rendrait pas jusqu'à 65 ans. Il était un âge qui avançait et Asbell, je pense qu'il a décidé 16 mois de délai congé.
ultimement. Puis, donc, c'est intéressant parce qu'il dit, il regarde quel est le profil de l'individu. Est-ce qu'il va se rendre jusqu'à sa retraite? Premièrement, ça, ce genre de raisonnement, c'est correct quand on parle du CP, mais si on parle d'une compagnie de camionnage, je ne suis pas sûr que le même genre de raisonnement va s'appliquer. C'est vrai pour un employeur où est-ce que s'il réintègre, l'employé peut être déplacé dans un autre département en raison de la taille, de l'envergure de l'entreprise. Puis ici, je vous le rappelle, service continu de 11 ans, donc correct, mais pas extraordinaire, et relation tendue avec l'employeur. Il a quand même attribué un délai congé de 16 mois, et plus, même si on prend un mois par année de service, qui n'est même pas applicable, ce n'était pas un cadre, encore moins un cadre supérieur. Donc, 16 pour 11 ans de service continu, c'est riche comme indemnité, mais on voit que le décideur tient compte de la perte de la sécurité relative. Donc, et ce qu'il fait ensuite, c'est pour le calcul, l'aspect purement quantum ou comptable, il renvoie ça à l'agent du conseil chargé du dossier. Ça, en passant, c'était une mécanique qui n'était pas possible quand les dossiers allaient aux arbitres ad hoc. Je passe maintenant à la dernière capsule et je veux vous souligner, il y a 2 points que je veux vous souligner. D'abord, maintenant, la compétence pour l'adjudication des 240 est passée des arbitres ad hoc au Conseil canadien. Cela découle de la législation que vous avez à l'écran, particulièrement ici la législation de 2017 entrée en vigueur en 2019. Et après ça, donc à partir de ce moment-là, les plaintes sont sous l'égide du Conseil canadien, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas simplement dire qu'une fois que l'agent du gouvernement aura fait son offre de médiation et si ce n'est pas concluant et que le dossier est renvoyé, vous ne pouvez pas juste dire on va attendre notre date comme dans le temps des arbitres, puis tout va se décider une fois qu'on va parler à l'arbitre ou qu'on va se présenter devant l'arbitre. Ici, le jeu du dossier, le dossier se gagne avec le travail qui est fait en amont de quand le dossier est mis en état et remis à la vice-présidence, un ou une vice-présidente du Conseil canadien pour adjudication. Donc, il y a un changement fondamental. Combien de fois, je vois dans des lettres, dans le traitement de dossier de 240, l'avocat, l'adversaire dit tel qu'il en sera fait preuve à l'audience, pensant qu'il n'y a pas besoin de faire de travail préparatoire, il n'y a pas besoin de faire de soumission, de faire de représentation, d'établir la preuve. Au contraire, maintenant, une fois que ça part du gouvernement et que c'est transféré au Conseil canadien, c'est là qu'il faut être en lien avec l'agent qui est appointé au dossier. Il y a un échéancier qui est fixé où est-ce que les parties vont établir leur représentation tant sur les faits que sur les points de droit à faire valoir. Ici, il le faut aussi la jurisprudence. Généralement, la question des représentations, tant factuelles que de droit sur représentation, sont réservées dans un deuxième temps, mais il faut tout rentrer sur papier. Donc, on fonctionne dans la partie 3 sur 240 comme on fonctionne avec le Conseil canadien sous la partie 1 dans tout ce qui est rapport collectif de travail. Thomas? Je mentionne aussi qu'il y a eu un autre changement avec cette loi de 2018 où est-ce que la personne qui était chargée du dossier, l'inspecteur au gouvernement du Canada, est maintenant un chef de conformité et d'application du programme de travail d'emploi. Quelques statistiques et quelques graphiques ici, et ce sont des graphiques qui proviennent du rapport annuel du Conseil canadien. Donc, pour l'exercice qui s'est terminé à la fin mars de l'année passée, vous voyez que dans les dossiers que le Conseil traite sous la partie 3, c'est les congédiements injustes, c'est les 240 qui occupent le volume
leurs activités. Recouvrement du salaire, ça, c'est banal, c'est simple, puis il n'y en a pas tant que ça. Il y a les dossiers de représailles que je vous avoue que là, en ce moment, mon collègue Thomas et moi, on est en lien avec le conseil. On essaie de mieux comprendre cette ventilation pour comprendre la nature des dossiers. Puis peut-être dans une présentation ultérieure, on pourra vous revenir là-dessus. Mais on voit, ce qui est important ici, c'est que c'est les 240 qui occupent le conseil. Autre diapo intéressante ici, c'est la ventilation par secteur d'activité. Puis les 3 gros secteurs, les 3 gros clients du Conseil canadien, camionnage, Première Nation, puis les banques. Et, on se souviendra la semaine passée que camionnage, on a parlé du problème là, de l'entrepreneur dépendant, le owner-operator, que c'est une grosse question. Mais ça, là, c'est beaucoup de faits. Il faut rentrer les faits par écrit. On ne peut pas juste dire « j'en ferai la preuve plus tard ». Puis, vous noterez que le Conseil, à l'article 16.1, a la faculté de rendre jugement. C'est confirmé dans sa loi constitutive qu'elle peut rendre jugement sur dossier sans tenir d'audience. Et la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale a confirmé que même des questions de crédibilité peuvent être tranchées sur dossier. Ça, je vous avoue que nos collègues civilistes sont mal à l'aise avec cela. Donc, important de garder en tête, tenue des audiences exceptionnelles, il faut le demander, il faut démontrer que justice ne sera pas rendue à moins d'avoir une audience devant le ou la vice-présidente. Parce qu'en principe, prenez pour acquis que votre dossier va être décidé sur dossier. Votre dossier va être décidé sur dossier. Il va être décidé sur les représentations qui seront faites avant que le dossier soit déclaré comme étant complet et remis à la vice-présidence. Maintenant, dernier point sur lequel je veux vous entretenir et qu'on s'est posé, c'est qu'en est-il de l'attitude du Conseil canadien par rapport à, sur une question donnée, la jurisprudence qui a évolué sous 240, sous l'égide de les arbitres ad hoc. En 2 mots, le Conseil canadien reprend et utilise avec approbation, lorsqu'une question a été décidée, le Conseil va utiliser la jurisprudence qui a été développée par les arbitres. Le Conseil va utiliser la jurisprudence qui a été développée par les tribunaux aussi. Et le Conseil, la particularité, c'est là où le changement de perspective du plaideur rentre en ligne de compte, c'est que le décideur va regarder sa propre jurisprudence. Quand je dis le décideur, la vice-présidente ou vice-président, va regarder sa propre jurisprudence qui découle des dossiers du Conseil canadien. Donc, par exemple, la notion de directeur, qui est à l'article 3, comme à l'article 167, mais la notion de directeur est appliquée dans la partie 1. Il y a une jurisprudence qui s'est développée par le Conseil canadien. Donc, ça va de soi que le Conseil canadien connaît sa jurisprudence. C'est un tribunal instruit et va appliquer sa propre jurisprudence. Donc, vous, comme praticien, il est de votre devoir de maîtriser pas juste les précédents sous 240, pas juste les précédents judiciaires, mais regarder quels sont les précédents de façon horizontale dans l'application du Code canadien. Je pense que cela termine ma présentation dans le temps qui nous est alloué. Maintenant, ne quittez pas. Pranishita Sona va vous entretenir sur des aspects techniques de navigation dans l'univers de LexisNexis. Vous allez trouver ça très intéressant.
Alors, Merci. merci, Maître Moreau, pour votre belle présentation. Donc, à toutes et à tous, je vous prie de ne pas quitter parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer va rebondir sur le contenu de la présentation de Maître Moreau. Donc, comme vous avez pu le constater pendant sa présentation, il y avait donc des mentions de plusieurs dispositions législatives et comme on le sait tous, donc il peut être difficile de faire le suivi de toute cette législation-ci. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un outil qui va vous permettre de faire le suivi de la législation pour justement garder un œil sur les différents projets de loi qui peuvent venir donc modifier les lois sur lesquelles que vous utilisez dans le cadre de votre travail. Donc, comme par exemple le Code canadien du travail ou encore la loi sur les normes du travail au Québec. Donc, cet outil, c'est Canadian Legislative Pulse. Donc, on est ici sur la plateforme de l'outil. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre non seulement de faire des recherches dans une collection donc de projets de loi qui vont de 2002 à nos jours. Donc, vous allez pouvoir chercher non seulement dans les projets de loi qui ont déjà été sanctionnés, qui ont déjà été introduits auparavant, mais vous allez aussi pouvoir chercher les projets de loi qui ont cours en ce moment. Donc, non seulement par le nom du projet, par le numéro du projet, ou encore si le projet de loi a été sanctionné, vous allez pouvoir chercher par le numéro du chapitre de la loi, mais aussi donc, souvent, on ne sait pas quels sont les projets de loi qui vont venir modifier la législation qui nous intéresse, qui est déjà en vigueur. Eh bien, vous pouvez venir chercher sur la plateforme par rapport au nom de la loi qui vous intéresse. Donc, si par exemple, vous voudriez savoir quels sont les différents projets de loi qui pourraient venir modifier votre Code canadien du travail, eh bien, vous pouvez le faire sur la plateforme. Donc là, vous pouvez voir que je suis ici sur ma plateforme dans la section recherche. Je vais venir sélectionner mes filtres. Donc, cette plateforme-ci est applicable pas seulement pour les juridictions du fédéral ou encore de la common law anglais. Vous avez aussi la juridiction du Québec qui est disponible sur la plateforme. Donc, moi, étant donné que je voudrais aller chercher ici la législation qui modifie mon Code canadien du travail, donc je vais pouvoir venir désélectionner toutes ces juridictions-ci et sélectionner ma juridiction du fédéral. Notez en passant que vous pouvez aussi venir choisir la session parlementaire dans laquelle vous voudriez aller lancer les recherches. Donc, moi, je vais toutes venir les sélectionner et on va aller lancer notre recherche. Donc là, vous pouvez voir ici ma liste de résultats qui est classée par rapport à la session parlementaire et les différents projets de loi qui sont classés par rapport au numéro du projet. Donc, je vais descendre à la 42e session pour venir vous montrer justement le projet de loi C44 qui a été mentionné dans la présentation de Maître Moreau. Donc, ici, vous pouvez voir les différentes étapes qui ont été prises pour cette législation-ci avant qu'elle soit sanctionnée. Donc, si vous voudriez aller voir le texte du projet de loi, il suffit de cliquer sur les dates en bleu qui vous permettent en fait d'accéder à des hyperliens pour aller chercher le texte du projet. Donc là, lorsque je vais venir cliquer dessus, ça devrait pouvoir. Donc là, vous pouvez le voir ici, mon PDF qui s'affiche à l'écran et qui va nous donner donc le texte du projet de loi tel qu'il est donné sur le site du gouvernement fédéral. Donc là, j'ai mon texte avec ma version anglaise et ma version française du projet. Donc, je reviens ici sur ma plateforme. Donc, ce n'est pas la seule façon, en fait, dont vous pouvez utiliser la plateforme. L'autre avantage de cette plateforme-ci, c'est qu'elle vous permet de créer des alertes, en fait, pour recevoir des notifications par courriel lorsque il y a un nouveau projet de loi qui sort qui peut venir modifier votre législation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça, par exemple? Eh bien, on va venir cliquer sur More dans la barre d'outils pour pouvoir accéder donc aux outils de notification.
OK. Donc, une fois sur cette page-ci, vous pouvez voir que vous avez une section qui vous dit Affected Legislation. Donc, je vais venir cliquer sur Créer nouveau pour pouvoir accéder à la boîte d'action qu'il y a ici. Donc, à partir de là, je peux venir faire ma sélection. Donc, si c'est un projet de loi qui m'intéresse, tous les projets de loi qui m'intéressent plutôt que les règlements, donc là, je vais pouvoir venir faire cette sélection-là ici. Disons que je voudrais venir surveiller tout projet de loi qui pourrait venir modifier la loi sur les normes du travail. Donc, je vais venir cliquer sur Québec pour sélectionner ma juridiction. Et là, je vais taper Act Respecting. Et vous pouvez voir que j'ai une liste de suggestions qui vient me dire, qui vient me suggérer des lois correspondant. Donc là, je peux retrouver ici ma loi sur les normes du travail. Je vais venir la sélectionner. Il me suffit de venir cliquer ensuite sur Save et là, je vais pouvoir recevoir automatiquement par courriel mes notifications. Donc, ce n'est pas la seule alerte que vous pouvez créer aussi sur la plateforme. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, vous pouvez en créer sur des projets de loi spécifiques si vous voulez recevoir des notifications chaque fois que le projet passe à la prochaine étape, à la prochaine lecture. Ou encore, vous pouvez donc demander à la plateforme de vous envoyer un rapport hebdomadaire qui vous donnera donc un résumé tous les projets de loi qui sont en cours ou encore qui ont été introduits au cours de la semaine pour les différentes juridictions. Donc, ça conclut ce que je voulais vous montrer sur la plateforme. Je laisse maintenant la place aux questions. Merci de votre attention. Merci, Ranishta. Aujourd'hui, on n'a pas reçu de questions dans la section Q&A. Donc, étant donné que nous avons dépassé le temps, donc nous allons mettre fin au webinaire. Cependant, si vous avez des questions, vous pourrez communiquer avec nous et nous les transmettrons à M. Moreau. Ou encore, dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel de suivi avec l'enregistrement et ainsi que la présentation. Et à ce moment-là, vous pourrez également nous poser des questions. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir assisté au webinaire et à la prochaine.